nous avons évoqué plusieurs fois la règle concernant le harcèlement dans l'entreprise. Bon, alors on va considérer que maintenant tout est consommé dans l'entreprise et qu'on va voir l'avocat. On va voir l'avocat parce qu'on a décidé de mettre fin à ces pratiques. Alors j'ai invité Maître Alexis Desgremont. Bonjour Maître. Bonjour Jacques. Quand on est victime de harcèlement et qu'on décide de mettre fin à ces agissements, on vient vous voir. De quoi avez-vous besoin pour assigner le harceleur? La première chose dont j'ai besoin, c'est de la preuve du fait que la santé psychique et souvent physique également du salarié a été affectée. La jurisprudence de la Cour de cassation fait de cette preuve l'une des conditions du harcèlement moral et sexuel qui a également des conséquences psychiques énormes. Donc moi, je demande à mes clients de m'apporter des ordonnances avec des médicaments, des antidépresseurs, des anxiolytiques et le tampon de la pharmacie sur ces ordonnances. Après, je leur dis attention, ces médicaments sont parfois dangereux. Si vous les mettez à la poubelle, ça ne me dérange pas. Mais moi, je veux la preuve que votre médecin vous trouve malade et vous a fait des ordonnances de cheval et que vous allez régulièrement à la pharmacie. Ça, c'est le premier point. Après, il faut connaître la source du harcèlement pour aller plaider. Ce n'est pas simplement il est harcelé, il est malade. Il faut quand même arriver à tirer la ficelle pour savoir pourquoi le salarié est malade aujourd'hui. Effectivement, la loi exige, en matière de harcèlement moral principalement, des faits répétés ou plusieurs faits. Un seul indice de harcèlement est toujours insuffisant. Donc il faut prouver ces faits. Ces faits qui peuvent être de l'humiliation, la placardisation, ou au contraire, le contraire de la placardisation, c'est de donner à un salarié une mission impossible en le surchargeant, ou de la violence. Bref, tous ces indices de harcèlement il est nécessaire d'en réunir plusieurs. Les preuves, on peut les avoir par des témoignages. C'est toujours délicat d'obtenir les témoignages des collègues qui sont toujours dans l'entreprise. Parce que même s'ils témoignent et si la loi les protège contre le licenciement, la vie au travail risque parfois de devenir un peu plus compliquée au quotidien pour eux. En revanche, on peut obtenir les témoignages d'anciens collègues ou les témoignages de personnes qui viennent dans l'entreprise mais qui ne sont pas des salariés de l'entreprise, comme par exemple des clients, des livreurs, des commerciaux. La première preuve, c'est les témoignages. Plus on en a, mieux c'est. Selon la taille de l'entreprise, quelques témoignages peuvent suffire. Je me souviens d'un dossier où une salariée avait été harcelée par l'un des cadres. C'était une petite boutique de marchands de journaux, Française des Jeux, bureau de tabac. Eh bien, quelques clients ont témoigné. Et le harcèlement a été reconnu parce que c'était la toute petite PME. Les autres preuves, ce sont des écrits. Il est souvent difficile d'obtenir des écrits parce que les harceleurs sont souvent malins. Mais il arrive qu'ils soient tellement sûrs de leur impunité qu'on retrouve des traces de ce harcèlement, soit dans des emails qui ont valeur juridique jusqu'à preuve du contraire et qui sont parfaitement productibles devant un tribunal, un conseil de prud'homme, soit par des SMS. Alors les SMS, c'est plus compliqué parce qu'on ne peut pas faire des photocopies du smartphone. Mais on peut donner ce smartphone à un huissier qui, pour 300 € d'honoraires, va recopier les SMS avec toutes les fautes d'orthographe et les abréviations du langage SMS. Et pour 300 €, on a une preuve parfaite. Alors, quand on arrive au tribunal avec ce dossier bien garni, on le plaide. Que risque le harceleur? Alors le harceleur risque, moi je parle de plaidoirie au Conseil des prud'hommes. Le harcèlement moral et sexuel n'est pas interdit que dans le travail. Il est également interdit à la maison, dans la rue, 24 heures sur 24. Et on peut entamer des actions au tribunal correctionnel. Mais l'exigence de preuve est encore plus grande au tribunal correctionnel. Au Conseil des prud'hommes, le harceleur risque seulement des dommages et intérêts.
euh, pour réparer le préjudice qu'il a causé à la victime du harcèlement. Le harceleur, en tant que personne physique, peut être attrait au tribunal par la victime, au Conseil des prud'hommes, et être personnellement condamné à des dommages et intérêts, parce qu'un des articles du Code du travail exige de chaque salarié qu'il prenne soin de sa propre santé et de la santé de ses collègues. Si le harceleur a été couvert par l'entreprise, est-ce qu'on peut aussi assigner l'entreprise? Absolument, même si le harceleur n'a pas été couvert par l'entreprise, car il arrive que souvent les faits de harcèlement sont souterrains. Ça veut dire qu'ils sont difficiles à voir pour l'encadrement. Les harceleurs sont malins et font rarement ça devant témoins. Donc il arrive également que l'entreprise ne soit pas du tout au courant de cette situation. Dans les deux cas, qu'elle soit au courant ou qu'elle ne le soit pas, que la hiérarchie soit complice ou ignorante, il faut toujours attraire au Conseil des prud'hommes également la structure, personne morale, société commerciale ou association qui emploie le harceleur. Parce que elle a une couverture financière qui sera beaucoup plus importante que le harceleur. Et si la condamnation est lourde, à quelques dizaines de milliers d'euros et parfois plus, alors il est certain que le harceleur, même s'il y est condamné, n'aura pas les moyens de payer. Or, l'objectif, c'est bien d'avoir un jugement, de le mettre dans les mains d'un huissier et de se faire payer. Donc, en général, on demande la condamnation solidaire et de la personne morale et de la personne privée, en sachant très bien que c'est la personne morale qui payera. Alors, dans le cas d'un dossier bien garni, bien gonflé, bien avec des emails, avec des témoignages, est-ce qu'il ne vaut pas mieux aller en correctionnel qu'au prud'homme? C'est un choix qui est tout à fait possible. On peut même faire les deux. Il n'y a aucune contre-indication. Moi, je préfère m'en tenir aux juges des prud'hommes pour lesquels j'espère que venant de l'entreprise, ce ne sont pas des juges qui ont fait l'école de la magistrature, mais qui viennent de l'entreprise, ils accueilleront avec un peu plus de bienveillance les preuves que nous leur apportons, car le dossier côté salarié-victime n'est jamais parfait. Donc, en correctionnel, il risquerait à la limite de ne pas aboutir, alors qu'au prud'homme, il pourrait. C'est ça. D'ailleurs, il y a des arrêts de la Cour de cassation qui disent que si la correctionnelle a débouté la victime et relaxé le harceleur, ça n'empêche pas qu'un conseil de prud'homme puisse considérer qu'il y avait des faits de harcèlement et que par conséquent, des dommages et intérêts sont dus. Alors, pour vous, il n'y a pas de distinction entre les cas de harcèlement moral et les cas de harcèlement sexuel. Les cas de harcèlement sexuel étant très réprimés par la loi. Absolument. S'il y a une différence, ce sont les faits. Mais c'est vrai que les grands principes sont les mêmes. Par exemple, le harcèlement n'est pas nécessairement vertical. C'est pas obligatoirement un supérieur hiérarchique qui harcèle son subordonné. Le harcèlement ne nécessite pas qu'il soit moral ou sexuel, ne nécessite pas que les faits se soient passés au travail et pendant les heures de travail. Des textos grivois à 23 heures, c'est du harcèlement moral, c'est du harcèlement sexuel, si on s'est connu à l'occasion de la relation de travail. Le harcèlement ne nécessite pas que les deux personnes, harceleurs et victimes, soient toutes les deux membres de la même entreprise. On peut être harcelé par quelqu'un qui travaille dans les mêmes bureaux parce qu'on partage les bureaux entre plusieurs sociétés. Donc les principes sont les mêmes, oui. Donc, pour les deux cas de harcèlement, on va au prud'homme. On ne dit pas, il vaut mieux aller sur le harcèlement sexuel bien argumenté en correctionnel parce que peut-être que la sanction sera plus lourde. On va quand même au prud'homme. C'est une question de preuve. Si le harcèlement sexuel, il est un peu différent dans la mesure où, lorsqu'il y a des preuves, elles sont éclatantes. Donc, si les preuves sont éclatantes, on peut aller en correctionnel. Eh bien, merci de tous ces conseils, maître. Et on espère que vous en saurez un peu plus comment constituer un dossier, parce que ça, c'est une question récurrente que j'ai eue sur plusieurs salons, à l'époque où je faisais les salons, et notamment dans une entreprise, quelqu'un qui me dit, ça fait 2 ans et demi que je récolte des preuves. Je dis, peut-être que maintenant, tu en as assez pour aller voir un avocat. Donc voilà, il ne suffit pas de récolter 300 ou 400 mails. Je pense qu'une dizaine suffisent pour prouver les faits. Absolument. Merci, maître.